Bonjour, bienvenue à tous sur le podcast Les Fameux, votre podcast favori pour vous initier ou alors pour continuer votre parcours dans la marche. On invite les gens à essayer de faire en sorte de réaliser les 10 000 pas par jour. Donc aujourd'hui dans l'épisode, on va recevoir Frédéric, donc qui est professeur de mathématiques et qui à côté de ça a une forte passion qui est depuis tout jeune pour la musique et notamment pour le chant. Donc au travers de l'épisode, on va rentrer un peu plus dans le détail sur ces deux albums, donc qui nous a gentiment été dédié et offert. Donc écoutez l'épisode pour entrer un peu plus dans l'univers de Frédéric. Et puis vous pouvez nous suivre aussi sur les plateformes audio qui sont Deezer et Spotify. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Et puis nous, du coup, ça nous donne de la force et ça nous booste pour l'algorithme. Donc on se retrouve à tout de suite dans l'épisode. Bonjour à tous, bienvenue sur Les Fameux, votre podcast favori pour faire vos 10 000 pas par jour. Aujourd'hui, on accueille Frédéric Martin, qui est prof de maths et chanteur le week-end. Je crois que tu en as déjà dit pas mal. Est-ce que tu veux développer un petit peu ? Alors quand je me présente, ça dépend évidemment à qui je m'adresse, mais la plupart des interviews que j'ai fait, je dois dire que je les ai fait surtout en tant que chanteur, puisqu'en tant que prof de maths, ça intéresse pas grand monde de savoir ce que je fais, puisque c'est... Ça va nous intéresser un peu aujourd'hui. Tout le monde est quand même passé par l'école et le lycée. Voilà, donc moi je suis Frédéric Martin, je suis originaire des Alpes du Sud et je suis prof de maths au lycée de Sisteron depuis de nombreuses années, plus de 25 ans. Et puis j'ai commencé une carrière d'auteur-compositeur, chanteur depuis maintenant 7-8 ans. Voilà, donc ça occupe bien mes journées de liberté, puisque évidemment, comme tout le monde le sait, quand on est prof, on n'a pas grand-chose à faire dans sa vie. Donc j'ai désormais cette double activité qui m'apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, puisque c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis que je suis petit, surtout monter sur scène, chanter devant un public, c'était un rêve de gamin que j'ai eu la chance de pouvoir réaliser plusieurs fois et j'espère avoir de nouvelles occasions dans les prochains jours. Depuis petit, ouais. Il y a cette petite voix qui dit que... En fait, c'est des petites anecdotes, mais c'est vrai que oui, ça a commencé très jeune parce que mon papa avait un restaurant à Bayonne, dans les Alpes d'Haute-Provence, un restaurant familial qu'il avait repris, que ma grand-mère évidemment entretenait. Enfin, c'était le restaurant familial et puis mon papa a repris la suite il y a pas mal d'années. Et on avait l'habitude de faire des repas de chasseurs, des grandes tablées très très conviviales avec des gens du coin. Et avec mon papa, on animait souvent les soirées en chantant des chansons. Lui jouait de l'harmonica, moi je chantais des chansons populaires, des chansons paillardes. Et j'ai commencé très jeune. C'est vrai que j'ai toujours eu ce goût pour faire l'idiot, pour faire la scène, faire le clown, quoi. Et voilà, donc ça, pour la petite anecdote, ça a commencé comme ça. Excellent, c'était à quel âge ça ? Je devais avoir, je sais pas, à partir de 6 ans, on a commencé à me faire chanter des chansons. Alors à 6 ans, je chantais des chansons Claude François, Jodassin, enfin tout ce que... J'ai toujours écouté, sans qu'on m'y incite en fait, j'ai toujours écouté des chansons françaises à texte. J'aimais beaucoup Renaud quand j'étais petit. Et donc j'ai essayé de chanter, j'étais un peu dans l'imitation. Et puis dans ma tête, je me disais, qu'est-ce que ça doit être bien un jour de pouvoir monter sur scène et puis chanter ses propres textes, ses propres chansons. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu un jour l'idée de passer... De passer le cap. De passer le cap, ouais, c'est ça. Et ça, du coup, c'était il y a combien de temps à peu près ? Alors ça a commencé un peu avant le premier confinement. Ok. Voilà. En fait, moi, j'ai toujours fait de la musique, depuis gamin. Ma maman m'avait inscrit à l'école de musique. Et j'ai appris le piano classique, mais j'ai vite abandonné parce que j'avais pas envie de ça. J'avais envie de jouer des chansons plus populaires et idéalement de pouvoir composer des mélodies. Mais bon, quand on a 7-8 ans, c'est quand même compliqué. On peut s'amuser à faire des petits essais de mélodies, mais c'est quand même dur. Et en fait, quand je suis arrivé à Sisteron au lycée, donc c'était en 2001, j'ai monté un atelier musical avec des élèves et on faisait des reprises musicales classiques, de la pop française, du rock international, enfin tout ce que les gens font dans les bars, quoi.
Et ça a duré pas mal d'années. Hein. On a eu pas mal de groupes avec qui on s'est produit. On a fait des petits concerts locaux à Gap, à Laragne, à Sisteron. Et puis, un peu avant le confinement, j'avais quelques textes déjà sous le coude que j'avais écrits il y a pas mal d'années, que j'ai un peu ressortis des vieux tiroirs. Et je les ai mis en musique. Bon, au départ, c'était un peu une farce. Hein. Je me suis dit, je vais m'amuser. J'ai fait écouter ça à mes proches, à mes amis, et ils m'ont dit, ah, c'est quand même sympa, ça serait peut-être pas mal de pouvoir travailler le projet de manière un peu plus sérieuse, quoi. Et c'est comme ça qu'est arrivé le premier album. Enfin, le premier album est arrivé comme ça. J'ai écrit une dizaine de chansons en quelques mois, et j'ai dit, bah allez, on y va, je vais le sortir, le produire. Et voilà, là, ça a débuté comme ça. Excellent. C'est intéressant, mais c'est quoi qui a fait que ça a mis longtemps à mûrir et longtemps à franchir le cap? Alors déjà, écrire des chansons, enfin les chansons que j'écris c'est des chansons qui parlent de la vie de tous les jours. C'est souvent, enfin certaines d'entre elles sont quand même un peu autobiographiques, même si je veux pas forcément l'avouer. Mais quand on écrit des textes, on s'inspire forcément de sa vie courante, et donc il y avait cette espèce de pudeur qui m'empêchait aussi de parler de certaines choses, et en tout cas de les exprimer au grand public. Et puis j'ai eu cette envie. Je me suis dit, c'est ce que je veux faire depuis toujours. J'aimerais que, même si je suis un chanteur pas connu, j'ai pas un gros public, etc. En tout cas en France, mais en tout cas, le fait de figurer dans la discographie française, de compter comme un artiste français, c'est quelque chose ça a beaucoup de sens pour moi, tout simplement. Voilà. Même si je sais très bien que je vais jamais percer, je vais jamais devenir célèbre à mon âge, c'est mort. Mais en tout cas, c'est pas grave, ce que je fais, ça m'apporte beaucoup. J'ai mon petit public qui m'écoute, qui me suit, et je trouve ça m'apporte beaucoup de satisfaction. Du coup, c'était plus une manière d'extérioriser, ou plus de la reconnaissance, un mélange des deux, plus se challenger peut-être aussi? Sûrement comme tu dis, un mélange des deux. Et puis, je dirais que quand j'ai commencé à travailler de manière un peu plus sérieuse ce projet, la découverte aussi du monde musical, que ce soit au niveau de l'enregistrement, au niveau des interviews radio, bien sûr la possibilité de faire des concerts, c'est un monde que je ne connaissais pas, que j'ai découvert, et j'avoue que ça m'a vraiment intéressé, quoi. C'est quelque chose d'assez passionnant. D'accord. Aujourd'hui, je dois pouvoir dire que enregistrer un album en studio, c'est quelque chose qui me procure une joie pas possible, quoi. Je pense que ça peut être une super expérience. C'est génial. C'est quoi du coup qui stimule le plus? C'est plus enregistrer en studio, c'est plus être au contact des personnes directement en concert? Alors, moi, ce qui m'a fasciné quand j'ai enregistré mon premier album, je vous en ai mené un exemplaire, c'est un petit cadeau du jour à chacun. Excellent. Je vous ai mené les deux albums. Fort sympathique, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet après. Bien sûr. La grosse satisfaction, en fait, quand on travaille sur une chanson, c'est qu'en fait, dans mon studio, parce que j'ai un petit studio personnel, j'enregistre une maquette, en fait, quelque chose qui n'est pas forcément très abouti, et passer en studio et ressortir avec un produit qui est d'une très bonne qualité sonore, c'est juste, c'est waouh, quoi. Tu te dis, en fait, ta chanson, elle est pas mal, quoi. Voilà, c'est vraiment... Et puis le plaisir d'enregistrer, de faire des prises de son, avec des musiciens, enfin, c'est quelque chose que j'adore vraiment, quoi. Ah, puis il y a toute une ambiance autour de... Ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu la chance, quand j'étais étudiant à Montpellier, mon job d'étudiant, c'était d'accompagner un jeune tétraplégique qui avait fait des études justement dans l'audiovisuel et qui avait fait son studio à l'intérieur dans son appartement et qui recevait du coup les artistes chez lui. Donc il avait une pièce qui était consacrée, c'était vraiment un studio d'enregistrement. Ouais, et du coup, c'était son job, du coup de produire les musiques comme ça. Sûr. Et moi, mon rôle, c'était d'être ses bras et ses jambes. Et il y avait vraiment toute une ambiance avec l'artiste. J'avais beaucoup apprécié les moments où justement il recevait des artistes quand j'étais là avec lui, parce que c'est vraiment des moments d'échange assez sympas, assez riches. Ouais. J'ai enregistré à Gordes dans le Vaucluse, parce que c'était en fait un ami de mon premier musicien avec qui j'ai travaillé. Et c'est vrai que c'était vraiment une expérience très sympa, quoi. Et concernant du coup, là on parle studio, on appelle du coup les instrus. Oui. C'est produit directement par toi, tu te fais aider, comment ça se passe? Alors,
je pourrais pas répondre de la même façon pour toutes les chansons, puisqu'il y a eu des chansons que j'ai enregistrées quasiment tout seul, ou avec mon premier musicien qui s'appelle Galoubet, qui est bassiste. Et il m'a accompagné donc à la basse, et puis il m'a fait également quelques lignes de violon synthétique au clavier, parce que j'avais pas de violoniste. Donc les tout premiers titres, on les a enregistrés de manière très très autonome. Et puis par la suite, j'ai fait appel à d'autres musiciens. Alors soit on a travaillé ensemble en présentiel, soit on a travaillé aussi à distance, puisque j'ai notamment travaillé avec un ancien élève justement, qui est aujourd'hui guitariste quasiment professionnel, et qui m'a enregistré quelques solos de guitare, mais il a travaillé chez lui, et il m'a envoyé juste la piste de guitare qu'on mettait sur le mix, quoi. Voilà, et puis après il y a eu un titre que j'ai fait en fait arranger par un arrangeur parisien qui est assez connu, puisqu'il a travaillé avec des artistes, enfin des chanteurs connus, avec Lam, avec Angoun. Bon, c'est vrai qu'il avait un carnet d'adresses assez chargé. Lam, elle était venue sur Mison. Oui, elle avait fait un concert sur Mison, mais donc ce gars qui a fait ma chanson là, qui s'appelle Partout avec moi, c'est également lui qui a fait l'instru de la chanson de Lam, Je veux chanter pour ceux qui s'en vont chez eux. Ok. Excellent. Qui était la reprise de Michel Berger, qui avait été réadaptée, et c'est lui qui a fait l'instru. Et ce gars, ça a été un plaisir de travailler avec lui, parce que bon, il est très fort, il connaît vraiment très bien le métier, et en même temps, il est d'une grande gentillesse, d'une grande humilité, quoi. C'était vraiment incroyable de savoir que je travaillais avec lui, alors qu'on aurait dit qu'on se connaissait depuis toujours. On a enregistré chez lui, dans son studio. Enfin, c'était vraiment une super expérience. Et en termes de studio, tu préfères être seul, ou tu préfères avoir du monde en studio qui te donne son avis, qui te booste un petit peu? Alors, très clairement, moi, j'adore être dirigé, en fait. Alors, bien sûr, quand étant compositeur, j'ai des idées très précises de ce que je veux faire. C'est normal que ce soit au niveau enfin, les textes, il faut pas me donner de conseils, parce que là, je les écouterai pas. C'est un défaut, hein. Je devrais peut-être écouter plus. Mais j'avoue que au niveau de l'écriture, j'écris vraiment ce qui me fait plaisir d'écrire, quoi. Par contre, pour les musiques, je suis beaucoup plus ouvert sur les arrangements, sur est-ce qu'on va mettre du violon, est-ce qu'on va mettre de la guitare, est-ce qu'on va mettre de la flûte traversière, enfin, je dis n'importe quoi, mais là, je suis assez open. Et le fait d'être dirigé en studio, c'est quelque chose d'important, parce que justement, en n'étant pas professionnel de la musique, tous les conseils que j'ai reçus, je les ai acceptés avec comme une richesse, quoi. Enfin, c'était vraiment très bien. Ça m'a fait beaucoup avancer dans ma manière de travailler, quoi. Combien de temps on met pour faire un son, à peu près? Alors, même, je dirais, il n'y a pas de réponse universelle à cette question. Par exemple, la première chanson de ton côté, elle s'appelle comment? Alors, la première chanson que j'ai écrite, elle s'appelle Pas dans mon lit. Donc, Pas dans mon lit, t'aurais mis à peu près combien de temps? Alors, Pas dans mon lit, le texte, j'ai dû l'écrire en 3 jours, à peu près. Ok, Voilà. très rapide. Très rapide. Et après, c'est une balade, hein, donc c'est à peu près il n'y a pas de... C'est une instru qui est assez simple techniquement, je dirais. Je l'ai écrite en 3-4 jours, la mélodie. Hors arrangement, hein, je parle juste vraiment de trouver les accords, trouver la ligne mélodique. Et après, l'enregistrement, les arrangements, ça a pris un petit mois, quoi. Voilà. Si on veut faire du bon boulot, une chanson, il faut compter 1 mois, quoi. Pour faire une chanson, donc, Ouais, pour faire un album? S'il y en a 10, ça va faire 10 mois, je crois, à peu près. Ok, donc il faut compter à peu près 1 an Ouais, pour sortir un album? Alors, après, il y a la phase enregistrement, puisqu'en fait, moi, comme je vous l'ai expliqué, je faisais des maquettes chez moi, donc la plupart des lignes musicales, je les envoyais au studio, et donc l'ingé son, en fait, les recevait. Il faisait déjà un pré-mixage chez lui, et après, une fois que le morceau était prêt, j'allais enregistrer la voix, et après, lui faisait les arrangements en studio. Donc, quand je parle de 1 mois, c'est hors studio, en fait. Puisqu'après, le travail en studio, dans une journée, on arrivait à enregistrer quand même 4-5 titres dans la journée. Ok. Ça doit être fatigant quand même, 4-5 titres dans la journée. Ouais, en fait, on travaille en général sur un week-end entier, voire 3 jours, pour sortir une dizaine de titres à peu près, quoi. Et après, lui, derrière, il avait à peu près 2 mois de travail pour tout ce qui était mixage et mastering, quoi. Et sur 2-3 jours, c'est quoi? C'est pas mal de volume? Ouais, on travaillait de 9h à midi, après on faisait manger un petit bout et on reprenait de 14 à 18h par exemple. Et après on faisait un bel apéro parce qu'on l'avait bien mérité quand même.
Ouais, ça fait une bonne journée. Donc si on devait citer les chansons du premier album, comment il se nomme le premier album? Alors le premier album, il est là, tu vois, je t'ai amené le... Alors je les ai sortis en CD, alors je sais pas si vous faites partie de cette génération qui ont encore des lecteurs de CD, mais moi l'objet pour moi a beaucoup d'importance. Enfin, il y a un chanteur qui dit qu'un disque c'est une âme dans un objet, je trouve cette phrase assez sympa. Il s'appelle Éclat de vie, en fait. Voilà. Donc je parle de tout et de rien. Alors, souvent j'ai tendance à dire que dans une chanson, quand je parle à la première personne, c'est pas moi. Et justement, quand je fais parler quelqu'un, c'est parce que j'ai envie de dire des choses que je peux pas forcément dire justement en parlant à la première personne. Voilà. Donc là, il y a 9 titres, je crois. C'est ça. Ah, c'est ça. Ouais. Voilà, et donc le premier, alors ils sont pas forcément dans l'ordre d'écriture, mais le premier s'appelle Pas dans mon lit, et c'est une balade au piano-violon, que j'ai ressorti il y a quelques mois, il y a un peu plus d'un an, en version un peu plus rock, un peu plus dynamique. Et on va jouer cette chanson en concert au mois de février avec des musiciens, puisque désormais j'ai des musiciens avec qui je vais pouvoir faire les concerts. Là. Peut-être qu'on en parlera plus tard. C'est assez facile, c'est à l'instinct, ou du moins comment ça se passe? Tu écris ton texte et après tu décides du titre, ou plutôt tu décides du titre et après tu écris le texte? Alors il y a eu de tout là aussi. Il y a eu des chansons où je suis parti du titre, je me suis dit tiens je vais... Parce que j'aime bien justement choisir des titres, notamment les titres d'albums. Certaines chansons, je me suis dit tiens je vais écrire ce titre-là, et je savais de quoi ça allait parler, mais j'avais pas forcément encore le contenu du texte. Et puis il y a d'autres chansons où ça s'est passé complètement différemment. J'avais une mélodie en tête que je jouais au piano, et j'ai réfléchi à qu'est-ce que je pourrais écrire là-dessus. Mais c'est vrai que pour ces deux premiers albums, enfin j'en ai que deux, hein, mais j'ai été quand même assez inspiré parce que je les ai écrits en moins de 2 ans, les deux, quoi, toutes les chansons. Donc c'est vrai qu'il y a eu une époque où j'étais assez prolifique, quoi. Je rentrais le soir, j'avais des idées, alors je griffonnais quelques mots sur un papier, et puis après je m'y mettais plus sérieusement. Mais oui, je dirais que la plupart des chansons, c'est d'abord le texte. C'est d'abord le texte et après la mélodie. Tu connais la règle des 10 000 heures? On dit qu'il faut à peu près 10 000 heures pour être spécialisé dans un domaine. Tu penses que tu les as fait? Alors, je suis pas très fort en maths, hein, mais 10 000, ça fait combien de jours, ça? Ce que je peux dire, c'est que j'ai passé vraiment beaucoup de temps. Parce que ce que je veux dire, c'est que du coup, tu as commencé à un peu créer consciemment ou inconsciemment depuis tout petit, en fait. Ouais, c'est ça. J'avais écrit, j'avais plein de... Quelques temps, ma maman m'a ressorti une boîte avec toutes des poésies que j'écrivais quand j'avais 8 ans, et c'est vrai que ça m'est revenu. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, j'ai écrit ça. Mais c'était incroyable, parce que j'avais 8-10 ans, quoi. Et j'ai adoré écrire, quoi. Alors, je sais pas si... Je connais pas forcément cette règle des 10 000 heures, mais je pense que je suis loin d'être au point, surtout, quoi. J'aurais jamais la prétention de dire que j'ai fini, que tout est abouti, parce que je crois que dans ce domaine-là, on en apprend tous les jours. Bien sûr, qui peut dire qu'on travaille de manière parfaite, et enfin, ça n'a pas de sens. Un texte est forcément perfectible, pardon. Une musique encore bien plus. La musique, c'est vraiment quelque chose de très particulier, quoi. Donc, moi, je me considère pas comme un musicien. Je préfère qu'on me dise de moi que je suis un mélodiste qu'un musicien, parce que techniquement, j'ai pas un gros niveau de piano ou de clavier. Mais par contre, j'adore créer des mélodies. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore, quoi. Et ce qui est extrêmement satisfaisant, c'est justement de pouvoir travailler avec des musiciens qui, eux, vont sublimer ces mélodies, techniquement, par un jeu de piano que je n'ai pas, par l'ajout d'autres instruments. Ça, c'est incroyable, quoi. Est-ce qu'il y avait une vision entre Éclat de vie et le second, il s'appelle? Alors, le second, il s'appelle Originel. Originel. Voilà, Origine, apostrophe, A-I-L-E-S. Lorsque tu les as écrits, il y avait une vision, c'est-à-dire passer d'Éclat de vie au second, ou pas forcément? C'est vraiment 2 albums bien distincts? Non, c'est 2 albums distincts. Dans le deuxième, alors, Originel, ça veut dire qu'en fait, il y a pas mal de clins d'œil à tout ce qui m'a créé, en fait, tout ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui.
Donc j'ai écrit une chanson deux chansons assez personnelles, une pour rendre hommage à mon papa qui est disparu, dont on parlait tout à l'heure, et une autre pour ma maman qui est toujours là bien sûr et qui s'appelle Danse pour moi. Et en fait jamais elle aurait dû sortir cette chanson Danse pour moi parce que je lui ai écrite pour Noël une année. Je me suis dit je sais que les cadeaux matériels on s'en fait toutes les années. Et en fait la surprise c'était que je suis arrivé à Noël en famille et je lui ai dit tiens mon cadeau cette année c'est une chanson. Et elle m'a dit c'est le plus beau cadeau de ma vie quoi. Elle a pleuré pendant 1 heure parce qu'elle était très touchée par le geste. Et du coup je me suis dit pourquoi ne pas la sortir. Et en fait cette chanson elle le plaît beaucoup. Quand je fais des concerts c'est une des chansons qui marche le mieux quoi. Parce qu'il y a pas mal d'émotions et puis peut-être que tu la vis différemment aussi. En fait c'est une chanson qui peut sembler personnelle mais quand on s'adresse à sa maman en lui déclarant son amour, pas de manière directe mais d'une manière un peu détournée puisque j'évoque ce qu'elle aime dans la vie, la danse, etc. En fait, il y a tout simplement des gens qui s'identifient à ça et qui se disent cette chanson, ça pourrait être ma maman, la personne concernée. Voilà. Et puis pareil pour la chanson que j'ai écrite aussi pour mon papa qui s'appelle Dernière partie où c'est assez touchant parce que je parle de lui comme de quelqu'un qui était très apprécié. Il était très connu, mon papa. Son restaurant marchait beaucoup dans la région. Et quand les gens me croisent dans la rue, souvent on me reconnaît en tant que son fils. On me dit mais tu serais pas le fils de Georges parce que je lui ressemble beaucoup physiquement. Et pareil, dans cette chanson, il y a beaucoup de pudeur et en même temps, elle est assez touchante. Donc, je me souviens d'un concert que j'avais fait à Digne où au premier rang, là, toutes les dames qui étaient présentes pleuraient. Alors, j'ai pas voulu faire une chanson triste en soi, mais je pense qu'il y a de l'émotion qui apparaît de façon naturelle, quoi, dans la chanson. Ça, c'est une musique que tu as créée lorsque ton papa il était déjà décédé? Oui, c'est une chanson que j'ai écrite il y a 3 ans. Mon papa est décédé il y a 15 ans. Ok, donc ouais, c'est un peu pour lui rendre hommage. Oui, c'était un peu pour lui rendre hommage parce que c'est vrai que c'est, comme on disait au début, c'est un peu grâce à lui que je me suis mis à chanter devant des gens, quoi. Ah, c'est magnifique, une chanson pour ton papa, une chanson pour ta maman, je trouve ça magnifique. Alors le revers de la médaille, c'est que, souvent quand je fais des interviews radio, alors si c'est des interviews locales, les gens arrivent à bien le comprendre. Mais souvent, il m'est arrivé d'aller dans d'autres villes en France, j'ai fait des interviews sur Strasbourg, etc. On me dit, ces chansons-là, elles sont un peu personnelles. Et alors, pour certains, c'est beau, comme tu disais, c'est touchant. Et puis pour d'autres, certains m'ont dit, c'est quand même vachement, t'écris vachement pour toi, quoi. Enfin, pas en mode reproche, mais oui, j'ai senti quelque part que ce qui pouvait peut-être plus marcher sur le plan commercial aujourd'hui, c'est pas ce genre de chanson. À moins de s'appeler Vianney ou Gims, quoi. Où là, on peut écrire tout et n'importe quoi. Mais, alors moi, j'ai jamais eu comme ambition de percer dans la musique. Hein. J'ai les pieds sur terre, je sais très bien que je vais pas devenir un chanteur célèbre. Mais je préfère continuer à écrire ce que j'aime plutôt que de vouloir faire du commercial. D'ailleurs, j'ai écrit une chanson là-dessus qui s'appelle Envie de danser, qui est complètement ironique, tout en second degré, et qui raconte l'histoire d'un chanteur dont le producteur l'incite à écrire des chansons très populaires, et je raconte que je ferai jamais ça. Je préfère rester dans ma situation avec mes 250 personnes qui m'écoutent que... Ouais, puis je pense après ça crée aussi du lien, peut-être avec les personnes qui te suivent et qui t'écoutent, de te connaître plus en profondeur. Oui, c'est ça. Alors c'est vrai que mon public c'est 90% de personnes, des locaux. Hein. Récemment, mon fils me disait qu'il avait une copine de classe qui était partie en week-end et avec une famille, enfin une autre famille, et dans la voiture ils avaient mis du Freedom. Il me dit c'est assez incroyable, ses parents en fait ils t'écoutent, quoi, comme on écoute n'importe quel autre chanteur. Ça c'est juste, c'est incroyable, c'est chouette. Voilà, ça c'est chouette. Et c'est vrai que je dirais que ce qui serait quand même sympa, j'aimerais quand même malgré tout, je dois l'avouer, élargir un peu mon public. Pas pour gagner ma vie, pas pour en faire un business, mais parce que mon grand plaisir c'est de faire des concerts. Et c'est vrai que si je fais des concerts dans la région, j'arrive à faire venir du monde. Mais si je vais jouer dans d'autres villes, c'est plus compliqué quand même. Hein, parce que quand on dit Freedom en concert à Toulouse, qui c'est qui va aller le voir, quoi. Oui, pour faire la promo. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, du coup, le nom d'artiste, on n'en a pas parlé. Ouais. Du coup,
si tu peux en dire quelques mots. Ah, c'est super simple. Il y a plusieurs manières de l'interpréter, ce nom, Freedom. Alors, mes amis m'appellent Frédéric, hein, donc Fredo. Tout le monde m'appelle Fred ou Fredo. Et puis M, comme mon nom de famille, quoi. Et donc, évidemment, dans Freedom, il y a évidemment l'idée de la liberté, puisque je m'interdis rien dans mes chansons. J'ai envie de chanter à peu près tout ce qui me passe par la tête. Et puis, il y a aussi un petit truc aussi qu'on m'a dit souvent, et c'est pas faux, c'est aussi Fred OM, parce que je suis un grand supporter de l'OM. Donc c'est peut-être pas mal aussi ça. Ouais, donc il y a pas mal de similitudes. Ouais, il y a pas mal de choses derrière ce pseudo. Est-ce que tu pourrais nous citer un petit peu des artistes qui t'ont influencé, donc avant, dans ta jeunesse, t'en as un petit peu parlé. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu écoutes beaucoup de musique? Si oui, quel style de musique? Alors j'écoute vraiment de tout. Ça peut aller de la variété française dont on a déjà parlé, y compris des anciens chanteurs. Bon, moi c'est Renaud, hein, toute mon enfance, j'ai été bercé par ses chansons. C'était vraiment mon idole. Enfin, je voulais être Renaud, quoi. Je voulais pas juste être chanteur, je voulais être Renaud. Ouais, Renaud, c'est fort. Ouais, ça serait quoi tes un ou deux titres préférés de Renaud? Oh, je pourrais pas te sortir de titre. Je te dirais pas Mistral gagnant, parce que justement, c'est vraiment le titre que tout le monde va citer. Mais moi, j'irais plutôt vers des chansons, ses premières chansons, comme Où c'est que j'ai mis mon flingue, ou des chansons dans lesquelles il y avait beaucoup de haine, enfin beaucoup de révolte. C'est ça que j'aimais chez lui, sans forcément partager toutes ses idées. Mais c'est ça que j'aimais chez ce chanteur, c'est ça, ce côté naturel, spontané. Un peu comme j'ai envie d'être aussi, c'est-à-dire il se privait de rien, quoi. Il disait ce qu'il avait envie de dire, et ça j'aimais beaucoup quand j'étais gamin, quoi. J'ai écouté Brassens, j'ai écouté Goldman, j'ai écouté à peu près tous les chanteurs français qui écrivent des choses un peu sensées. Et puis j'écoute aussi des choses insensées, hein. J'écoute du rap, j'écoute avec mes enfants notamment. Je suis pas très rock, mais le rock soft ça va, mais j'écoute pas le métal, c'est pas du tout mon truc. Le reggae, je suis pas trop reggae, même si j'ai écrit un titre un peu dans les ambiances reggae, quoi, en anglais d'ailleurs. Voilà, mais j'ai un domaine j'ai un champ musical qui est très très éclectique, quoi. Et puis alors bizarrement, il y a un chanteur qui m'a donné envie d'écrire justement assez récemment. Il est pas connu du tout, il est plus jeune que moi, il s'appelle Benoît Dorémus. C'est un chanteur français qui est une merveille d'écriture, qui écrit des textes qui sont extrêmement précis, ciselés, très, très subtils, très intelligents. Et j'avoue qu'il m'a beaucoup inspiré dans ma façon d'écrire. Voilà, si vous avez l'occasion d'écouter Benoît Dorémus, c'est quand même quelqu'un qui fait beaucoup de scènes, il a 4 ou 5 albums sortis. Voilà, c'est un chanteur aujourd'hui qui a compté pour moi et que j'écoute un peu moins ces derniers temps, parce que c'est vrai que j'ai peut-être un petit peu moins aimé ce qu'il a fait dans ses derniers albums. Mais au début de sa carrière, il a écrit vraiment de très belles chansons. Et tu pourrais être amené aussi à faire un petit peu du rap, ou non, c'est juste à écouter? Non, alors, pas du tout. Enfin, je pourrais faire des instrus rap. Après, écrire des textes de rap, c'est pas du tout mon univers. Okay. Même si, comme je disais, il y a certains rappeurs que j'écoute avec intérêt. Pas tous, hein, mais certains textes que je trouve assez pertinents. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Ton rap dans le premier album, mais c'est pas du tout du rap. Enfin, j'ai fait une instru sur trois accords, un petit peu comme ça se fait dans le rap, mais c'est un petit clin d'œil. Et en fait, dans cette chanson, je m'adresse justement à mon fils en lui disant que dans le rap, bon, il y a certaines choses qui sont plutôt sympas, mais il y a aussi des valeurs que je partage pas. Et j'essaie d'exprimer ça un peu en second degré, quoi. Ça s'appelle Ton rap, d'ailleurs. Si on veut retrouver tes albums quelque part, c'est possible pour les gens qui nous écoutent? Alors, les albums, ils sont sur toutes les plateformes, hein, ils sont sur Spotify, sur Deezer, enfin sur toutes les plateformes musicales. J'ai 10 clips également sur ma chaîne YouTube, donc Freedom Music, tout simplement. D'accord. Okay. Voilà, 10 clips. Alors, les premiers ont été réalisés par des réalisateurs amateurs, des amis avec qui j'ai eu l'immense plaisir de travailler, parce que la qualité du clip, elle est moins belle que les derniers que j'ai pu réaliser, mais ça a été des moments incroyables, quoi, où on s'est vraiment marré. Enfin, ça a été des super moments. Et puis l'avant-dernier que j'ai réalisé, donc ça c'était mon projet parisien, où j'ai donc enregistré une chanson à Paris,
puisqu'on en a parlé. Et je suis allé au bout du projet, puisque j'ai également tourné le clip à Paris avec un réalisateur professionnel, et on est resté 3 jours sur Paris avec une actrice et ma belle-fille qui est aussi ma chargée de communication, et on a passé des moments incroyables, quoi. C'était là, par contre, la découverte du tournage professionnel, ça a été vraiment hyper enrichissant. J'ai qu'une envie, c'est recommencer, mais bon, je dois avouer que le budget pour un titre, il a été quand même assez conséquent, quoi. Ça reste discret ou tu peux dire un petit peu les prix ou une tranche de prix Non, pour tourner? Il n'y a aucun tabou par rapport à ça. Pour tourner un clip le projet Partout avec moi, donc l'enregistrement du titre et du clip, je suis aux alentours de 5-6 000 euros. Entre 5 et 6 000 euros. Voilà. Hors promotion radio. Puisqu'après, la promotion radio, c'est encore autre chose, puisque là, je travaille avec 2 promoteurs radio qui proposent mes titres en radio, et ça c'est un sacré coup quand même. Et là, comment ça se passe? C'est toi qui décides un petit peu quel style tu veux ou tu te laisses guider? Au niveau des radios? Non, au niveau quand tu tournes les clips. Alors, ce clip-là, j'avais donné les grandes lignes du scénario que je voulais. Et après, le réalisateur, il a vraiment écrit un scénario précis. Et bon, on a fait quelques modifications parce qu'il y avait certaines scènes que je voulais pas forcément tourner. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai suivi ce qu'il m'a proposé. Et moi, personnellement, j'aime bien le résultat. Après, je sais que les gens qui l'ont vu, j'ai plutôt des retours sympas. Mais bon, quand on fait de la musique, quand on fait quoi qu'on fasse, on fait jamais l'unanimité. Hein. Donc j'ai aussi forcément des retours négatifs. Mais même si c'est négatif, pour moi, ça m'aide à avancer. Ça permet de construire aussi. Ça peut être négatif, mais constructif. Exactement. C'était naturel ou vu que c'était un autre univers, tourner un clip, ça a été compliqué au départ? Non, je suis un très mauvais acteur. Donc mon rôle d'acteur, c'est une catastrophe, quoi. Mais c'est ça qui est marrant, c'est parce que justement dans le clip, quand les moments où on me voit moi, c'est risible, quoi. Je suis nul comme acteur. Mais on s'est bien marré, quoi. C'était sympa. Puis on a tourné dans Paris, dans des cadres très sympas. Et comment ça se passe? Ils mettent quand même la musique en fond? Oui, absolument. Okay. Ouais, donc là, j'ai tourné dans le 16e à certaines scènes derrière le Trocadéro, là, et donc il y a une grosse enceinte et on tourne. Alors il y a une scène où on fait du vélo, donc je suis avec une actrice qui joue le rôle de ma fausse compagne, on va dire, avec qui je suis sur un vélo, puis après on descend les escaliers en se donnant la main. Bon, c'est un peu cliché, mais. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens autour et qui regardent le tournage et qui se disent mais qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il fait là? Et ça, c'est marrant, quoi. Et j'imagine. Du coup, c'est quelque chose qui peut être envisagé d'être décalé s'il y a des contraintes météo ou les dates sont fixes et peu importe la météo. Les dates sont fixes. On doit tourner. Ça a été vraiment compliqué parce que donc on avait fixé les dates il y a bien avant le tournage et c'est tombé à un moment où il y avait la grève des transports. Donc au départ, on avait pris des billets de train. Moi, j'avais acheté les billets de train pour toutes les personnes qui m'accompagnaient, donc c'était quand même bon. C'était assez contraignant parce qu'en plus l'actrice, elle venait de Bordeaux, donc et grève des trains. C'est la période où il y a eu une grève générale en France, tous les trains bloqués. Donc moi je suis allé à Paris en voiture avec ma chargée de com, et puis les autres personnes sont venues en covoiturage. Enfin, ça a été vraiment galère, quoi. Mais on a réussi à tourner. On a eu presque beau temps. Il faisait très froid. J'étais en chemise pour le tournage, là. Mais on s'est vraiment marré, quoi. C'était vraiment sympa. Et là, dans ces cas-là, tu as quelqu'un qui book par exemple les hôtels pour le soir ou c'est tout toi qui gères? Alors, on est plusieurs à s'en occuper, mais je m'en occupe aussi. Hein. Ouais, okay. Je m'en occupe aussi. On avait réservé des hôtels. Voilà. Non. La vision, ça serait quoi pour la suite? Ça serait de sortir un autre album? Alors, j'ai déjà des projets, puisque là, donc là, je suis en train de préparer un concert qui aura lieu à Digne au mois de février, le 20 février. Donc 20 février 2026. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc là, on a une semaine de résidence artistique. Ça se passe à la salle culturelle René Char à Digne. Donc pendant une semaine, on va mettre en place le spectacle, le concert. On va répéter pendant matin, après-midi, pendant 5 jours. Et le vendredi soir, on fait un concert en sortie de résidence. Donc j'ai 4 musiciens.
un batteur, un guitariste, un clavier et un bassiste. Ceux qui t'ont aidé du coup avec... Pas du tout, non. Non. C'est des gens avec qui je travaille de façon très récente. Ok. Alors il y a que le bassiste qui a enregistré mon dernier single sorti qui s'appelle Frôler, et c'est lui qui joue la ligne de basse sur ce titre. Là on a enregistré sur à Gap, dans un studio local, avec un ingé son qui était super chouette, quoi, avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler. Et voilà, donc on a d'autres musiciens et on répète à peu près une fois tous les 10 jours. On répète à Cadarache, donc c'est un peu contraignant parce qu'il faut que tout le monde soit disponible en même temps. Donc on arrive à trouver des dates pour qu'on puisse se rencontrer. Et on va faire un concert avec une quinzaine de titres à peu près. Ok. Voilà. Et donc dans ce concert, bien sûr, je vais chanter des nouvelles chansons, des chansons qui ne sont pas sorties. Alors, le spectacle s'appelle 2 et demi, 2 albums et demi. Ok, Ouais. excellent. Ok. Voilà. Et donc j'ai déjà 6 titres pour un éventuel 3e album. Alors je sais pas encore comment je vais le produire, avec qui je vais travailler. Pour l'instant, ça reste encore des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Mais je pense qu'on va enregistrer avec ces musiciens-là, quoi, puisqu'ils sont déjà dans les morceaux. Donc là, au mois de février 2026, ça sera la découverte de quelques morceaux pour essayer de produire l'album par la suite. C'est ça. En fait, là, on va faire les nouvelles chansons qui sont pas sorties. Donc le public va découvrir ces chansons-là. Et puis j'en écrirai d'autres par la suite que j'intégrerai donc dans un éventuel 3e album. Mais j'ai quand même bien envie de sortir ce 3e album. Ça sera peut-être le dernier, qui sait. Mais j'ai encore des choses à dire, quoi. Donc j'ai envie de le sortir. Il y a le titre de ce 3e album? Non, ça j'en parlerai pas. Il y est peut-être, mais pour Non, mais j'en parlerai pas. sans en parler. Ouais, j'ai déjà des idées de titres. Ok. Il y a quelques chansons où on va dire, je suis un peu plus en colère que sur les 2 premiers albums. J'exprime des choses, mais il y a toujours de l'humour dans ce que je fais. C'est jamais violent, c'est jamais. Mais un peu à l'instar de la chanson que j'ai écrite et qui s'appelle J'ai eu mon bac, mais celle-là qui est sortie, celle-là, où je me mets dans la peau d'un élève médiocre qui est là, qui passe son bac sans trop savoir pourquoi. Peut-être parce que ses parents l'obligent un peu à le faire. Donc grâce à ça, j'arrive à exprimer des choses que mon quotidien ne me permet pas d'exprimer. Parce que quand on est prof, on est un agent de l'État, on a quand même un devoir de réserve sur certains sujets, même si je suis quand même assez libre et qu'il m'arrive aussi de dire à mes élèves ce que je pense. Notamment, voilà, je parle de la réforme du bac, tout un tas de choses qui font que mon premier métier, le prof, c'est un peu aujourd'hui détérioré, enfin dégradé. Je l'exerce plus avec le même plaisir que j'avais il y a 15 ans, quoi. Voilà, et donc il y a d'autres chansons où il y a quelques colères qui sortent. Voilà. Mais je veux pas en parler, je veux pas spoiler. Comment ça se passe pour booker les dates? Alors ça, c'est très compliqué de trouver des dates. Ça, c'est vrai que là, j'ai eu la chance d'avoir cette proposition de résidence. Bon, là, tout simplement, je me suis adressé au service culturel de la ville de Digne. Et ils m'ont proposé donc une résidence artistique. Donc en fait, je serai en off, c'est-à-dire qu'il y a la programmation principale avec des artistes plus reconnus, on va dire. Et en off, il laisse de la visibilité pour des artistes plus locaux, un peu plus discrets, on va dire. En off, c'est quoi? C'est style première partie? Non, pas du tout. Là, je suis en concert principal, mais par rapport à la programmation principale, on est en off, c'est-à-dire qu'on est tout simplement des artistes un peu secondaires, quoi. Mais c'est une chance que j'ai de pouvoir me produire sur cette scène avec une semaine de résidence, avec à ma disposition un ingé son, un ingé lumière. Donc on va mettre en place vraiment un spectacle, quoi. Et ça, c'est chouette, quoi. Donc ça sera une première pour toi? Alors, dans une salle comme ça, c'est une première. Voilà. Après, j'ai fait d'autres concerts. J'ai fait pas mal de concerts dans la région avec un ingé son, un ingé lumière. Donc ça s'est toujours très bien passé. Mais dans une vraie salle comme ça de spectacle, oui, ça sera une première. Ok, génial. C'est des concerts qui vont être gratuits ou payants? Alors non, celui-là, on peut pas le faire gratuit. On pourrait, mais c'est pas conseillé, en fait. Donc il y aura une entrée qui sera à 8 € par personne. Voilà, parce qu'en fait, moi, Non, mais je te posais la question parce que du coup, je me doutais que c'était payant. Ouais. Et ce qui peut être logique, c'est dans ces cas-là, comment on fixe le prix? Je tiens compte des conseils des responsables de la salle, en fait, qui ont D'accord. l'habitude.
et qui en général, qui me disent en général, ben voilà, un artiste local, il prend autour de 10 euros. Bon. En fait, l'idée, c'est de pouvoir payer mes musiciens, quoi. Voilà. Moi, je fais pas ce métier pour gagner ma vie, puisque j'ai un métier par ailleurs. Mais les gens qui m'accompagnent, eux-mêmes ne le font pas pour l'argent, parce on est vraiment dans le plaisir de jouer, dans la convivialité, etc. Mais je pense que la moindre des choses, c'est quand même de leur donner quelque chose, parce qu'ils passent beaucoup de temps, ils ont des frais de déplacement. Et voilà, moi je suis comme ça, j'ai envie aussi de leur montrer que j'ai de la reconnaissance pour ce qu'ils font, et bon, c'est quand même la moindre des choses de prévoir un petit dédommagement pour ces gens-là, quoi. Après, voilà, il y a 240 places, je me dis que ça va être compliqué de remplir quand même. Mais bon, pourquoi pas. Après, la ville de Digne risque de faire une promo. Il y a de la promo. Bon, je travaille au lycée, j'ai déjà pas mal de gens qui m'ont dit, aussi bien parmi les collègues que parmi les élèves, parce qu'il y a des élèves qui jouent le jeu, qui me soutiennent, qui me suivent sur les réseaux sociaux, et je sais qu'il y en a qui viendront. Voilà. Donc on va essayer de faire un maximum de pub pour jouer devant une salle qui soit presque pleine. Ça serait cool, quoi. Ok, du coup les réservations, ça se passe comment? Alors les réservations, je vais les gérer en fait directement. Voilà. Donc une personne qui voudrait réserver, il va m'appeler en fait. Il va m'appeler, moi j'envoie les places. Ok. Donc si par exemple une personne nous écoute ou que nous on veut s'y rendre, on doit directement passer par toi? Ouais, c'est ça, ce sera mon numéro de téléphone et je vais gérer les réservations. Ok. Voilà. Donc là, c'est un peu tôt encore, puisque c'est février. Bien sûr. Mais à partir de décembre, on va ouvrir la billetterie, quoi. Ok. Je vais commencer à faire Pour l'instant, je suis très discret depuis quelques mois, là, je suis très discret sur les Facebook, sur Insta, je fais pas grand chose, parce que j'ai pas d'actualité, en fait, donc ça sert à rien de faire n'importe quoi. Et donc là, on va attendre encore quelques semaines, et puis on va démarrer la promo du concert, quoi. Ok. Il y a d'autres dates qui sont bookées? Non, pas pour le moment. Donc non. Ça, c'est la prochaine date. C'est la prochaine date, et il n'y en aura pas énormément. S'il y en a, je voudrais faire 4-5 concerts au grand maximum. Je suis pas intermittent, donc j'ai pas ce besoin de rechercher des dates coûte que coûte, quoi. Je préfère faire peu de concerts et qu'ils soient réussis, quoi. Ouais, donc qualitatif par rapport au quantitatif. C'est ça. Et ce que j'adore, c'est avoir un public, un vrai public d'écoute, quoi. Parce que jouer dans les bars, ça m'intéresse pas. C'est pas de la prétention de ma part, hein. Je pourrais jouer dans les bars et jouer mes chansons, faire des reprises comme beaucoup font. Mais dans les bars, en fait, on t'écoute pas. Les gens, ils viennent, ils boivent, ils mangent, ils discutent. Alors, s'ils entendent des sons connus, ils s'ambiancent un peu, c'est cool, quoi. Mais moi, c'est vraiment des chansons à texte que je fais. Donc je préfère jouer devant 50 personnes qui m'écoutent et qui, à la fin du concert, viennent me voir en me disant « Ouais, c'était cool, on a découvert quelque chose. » Ça m'apporte beaucoup. Mais après, jouer dans des bars pour faire des reprises, ça m'intéresse moins. C'est pas mon truc, quoi. Petite transition vers les mathématiques, pardon. Ça, en lien avec la musique, ça t'a toujours passionné, les maths? Comment t'en es venu à être professeur des mathématiques? Alors, c'est vrai que quand j'étais au lycée, je dis souvent à mes élèves que j'ai commencé à aimer les maths en terminale. Parce qu'avant, c'est pas marrant, hein. Tu fais des calculs, tu sais pas pourquoi tu les fais. C'est vrai, c'est pas très exaltant de faire des maths au collège. Et j'ai découvert vraiment quelque chose de passionnant à partir du moment où je suis passé en classe prépa, parce que j'ai fait une classe prépa scientifique. Et là, je me suis dit, c'est ce que je veux faire, c'est vraiment le métier que je veux faire, parce que j'hésitais, je voulais faire de l'enseignement. Je crois que j'aime apporter quelque chose aux gens, je crois. Et je savais pas, je voulais faire prof d'italien quand j'étais plus jeune. Et c'est ma prof d'italien qui m'a découragé, pas parce que j'étais bidon, hein, mais parce qu'elle me disait, en étant prof d'italien, il y aura peu de postes en fait dans cette région. Et c'est vrai que un de mes objectifs de vie quand j'étais jeune adulte, c'était de pouvoir m'installer dans cette région. Je voulais vivre ici. Et du coup, naturellement, je me suis mis à faire des maths. Et je pense que je peux dire qu'au début de ma carrière, j'étais vraiment passionné, puisque j'assistais à des conférences, j'animais des conférences de maths. Donc je prenais beaucoup de plaisir à faire ça.
Et puis la passion s'est un peu éteinte quand même. Hein. Voilà. Après, j'ai adoré mon métier, vraiment. Je pense que je l'aime encore, même si aujourd'hui beaucoup de choses ont changé et font que j'ai plus le même plaisir à enseigner que ce que j'ai pu avoir à une certaine époque. Ben, pour le coup, je rebondis là-dessus. Moi, je t'ai eu comme prof Eh ben oui. en première ou terminale S. Je crois les deux, non? Les deux. Première et terminale, il me semble. Ouais, et ma première terminale. La deuxième, c'est ça. j'avais... Et moi, j'ai le souvenir de toi comme, pour le coup, un prof passionné. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Mais... non, mais tu sais, c'est après il n'y a pas de bons ou mauvais élèves. Moi, ce que je dis toujours, c'est que en maths, la nature fait que les êtres humains sont très inégaux face aux maths. Mais moi, ce que j'adore dans mon métier, c'est justement les élèves qui sont peut-être pas forcément brillantissimes, mais qui ont une vraie envie, qui ont une vraie qui vont tenir compte de tes conseils. C'est vraiment à ceux-là que tu as l'impression d'apporter quelque chose, et c'est pour ces élèves-là que tu as du sens, vraiment, et que ce métier a du sens. Donc, moi, je garde d'excellents souvenirs d'élèves comme toi, qui étaient des élèves pas forcément brillants, mais qui en voulaient, qui s'accrochaient, et c'est ça que j'aime dans mon métier. Alors, pourquoi aujourd'hui je l'aime moins ce métier ? Parce qu'il y a eu cette réforme du bac, qui fait qu'aujourd'hui, ils sont tous mélangés, les élèves. Avant, on avait des élèves qui aimaient les maths, ils n'avaient pas honte de le dire, et puis ils choisissaient une filière scientifique, et avec eux, on pouvait parler de maths sans tabou. Personne rigolait parce qu'on disait que ce théorème il était beau. Moi je disais, mais regardez comme c'est beau ce théorème. Et aujourd'hui, quand on dit ça, on passe vraiment pour un guignol, quoi. Même s'il y a toujours des élèves passionnés. Le problème, c'est qu'on propose les mêmes mathématiques à des élèves qui vont devenir ingénieurs, et puis à ceux qui vont faire médecine, et puis à ceux qui vont faire des écoles de commerce, alors que ils ont des usages des mathématiques qui sont très très différents. Et moi, je sais que depuis la réforme du bac, on a énormément perdu en termes de qualité d'enseignement. Clairement, le niveau a été tiré vers le bas, quoi, pour parler vulgairement, quoi. Ça serait que dans les maths ou de manière générale ? Non, je pense que de manière générale, les exigences ont été vraiment revues. Enfin, ça engage que moi, ce que je dis, bien sûr, mais je trouve qu'on est beaucoup moins exigeant que ce qu'on a pu l'être avant. Et je ne fais pas partie de ces gens qui disent que tout était mieux avant. Forcément, aujourd'hui, il y a de très belles choses dans la manière d'enseigner. Il y a des nouvelles technologies. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Tout n'est pas noir autour de ça. Je pense c'est des outils qu'on peut apprendre à utiliser de manière très intelligente. Voilà, mais malgré tout, je reste un peu nostalgique d'une certaine époque. J'ai eu des classes de ta génération, hein, avec des élèves avec qui j'ai créé des liens. Certains d'entre eux sont aujourd'hui mes amis, je peux dire. Hein. On se voit, ça arrive qu'on mange ensemble. Certains sont devenus parents, certains sont devenus profs de maths, certains sont devenus médecins. Et voilà. Et je ne sais pas si avec les élèves d'aujourd'hui, j'aurai dans 10 ou 15 ans des relations de cette nature. Je ne sais pas. L'avenir nous le dira, mais les rapports ont évolué, ils ne sont plus les mêmes. Même si, certaines années, j'ai quand même la chance d'avoir des groupes très sympathiques. Hein. Cette année, j'ai la chance d'avoir des groupes vraiment très sympas. Mais ça n'a pas été toujours le cas des dernières années. En quelques lignes, ça servirait à quoi les mathématiques, de manière générale, pour tout public ? Alors moi, j'aime bien répondre à cette question quand les élèves arrivent en seconde, parce que c'est la question qu'on m'a le plus posée dans ma vie. Bien sûr. Monsieur, on est en train de travailler sur des vecteurs. Bon, excusez-moi le langage un peu technique, mais tout le monde sait à peu près ce que c'est. Ça va me servir à quoi dans la vie ? Alors j'adore répondre, ça ne servira à rien. Parce que ça va servir à rien. C'est-à-dire que les maths qu'on enseigne au lycée, ce ne sont pas des maths qu'on va utiliser dans sa vie d'homme et de femme, de papa, de maman. Dans mon quotidien, je n'utilise pas des fonctions, je n'utilise pas les vecteurs, je n'utilise pas les intégrales. Les maths du lycée, c'est parce que quand on est au lycée, on va faire des mathématiques dans ses études supérieures. Et on va devenir ingénieur, on va travailler dans la finance, on va travailler dans la biologie, etc. Et les mathématiques vont être un outil évidemment présent dans son quotidien. Mais en tant que personne, les mathématiques qu'on enseigne au lycée, c'est vraiment une formation de l'esprit. On va apprendre aux élèves à raisonner. Qu'est-ce que c'est qu'une implication ? Qu'est-ce que c'est qu'une réciproque ? Des choses qui peuvent être appliquées, je dirais, dans des domaines extra-mathématiques.
Moi, il m'arrive de donner des exemples de raisonnement dans la vie courante. Et c'est vrai que pourquoi aujourd'hui les maths ont toujours cette place prépondérante dans les concours, parce que moi je reste intimement persuadé que ça reste une matière extrêmement formatrice intellectuellement. Après, je sais que par exemple en France, pour être vétérinaire, on fait 2 années de classe prépa pendant lesquelles on va faire des maths et de la physique de très haut niveau. Mais pourquoi faire? Un vétérinaire, honnêtement, il ne fait pas de maths. Donc il y a clairement des raisons culturelles qui font que les maths ont toujours en France cette prépondérance, cette importance. Mais je vois, j'ai des anciens élèves qui sont partis faire des études à l'étranger, que ce soit en Roumanie, en République tchèque, et ils arrivent, les premières semaines de cours, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, on leur donne un rat, et ils coupent le rat, ou on leur dit, eh ben, tiens, il y a un œil, il faut que tu ouvres cet œil en deux, un œil de lapin, je dis n'importe quoi. Mais on leur dit pas, il va falloir que pendant 2 ans, tu fasses des calculs intégrales, quoi. Parce que peut-être que dans ces pays-là, on a compris que quand même, dans ces métiers, même que ce soit des métiers scientifiques de très haut niveau, l'aspect technique est peut-être plus important que l'aspect théorique, je crois. Donc, tout ça, voilà, ce sont des petites choses qui font que je trouve en France, pardon, il y aurait beaucoup de choses à revoir sur, que ce soit au niveau de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur, mais le jour où je serai ministre de l'Éducation nationale, je ferai mes propositions. J'en ai des propositions, je crois que certaines sont pertinentes sans aucune prétention de ma part, mais moi je pense qu'il faudrait qu'on recentre l'éducation sur ce qui est important. C'est vrai, hein, Ça serait quoi les grandes lignes de propositions? Alors déjà... Parce que c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Moi je pense surtout avec l'expérience que tu peux avoir et tout. Je pense qu'aujourd'hui, le problème qu'on a en France, c'est qu'on veut faire trop de choses à nos élèves trop longtemps. Donc par exemple, quand ils sont en terminale, on continue à faire en sorte qu'ils touchent à tout. C'est-à-dire qu'un élève qui a choisi de faire des études de sciences politiques ou d'économie, on continue à lui imposer des heures de sciences pour lesquelles il n'a aucune appétence. Il s'en fiche complètement. Ça rajoute du travail, ça rajoute du stress. Et au final, ce qu'ils y font dans ces matières-là, c'est tellement léger que ça va rien t'apporter de plus que ce que tu as découvert dans les classes de collège. Donc moi, je pense qu'il faut lâcher. Je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, les élèves en fassent moins. Mais par contre, que ceux qu'ils ont choisi de faire, ils le fassent bien. Voilà, qu'ils aillent vraiment un peu plus loin dans ce qui va être leur quotidien d'étudiants et d'adultes. Ouais, comme on dit un peu la phrase, quand tu fais tout, tu fais un peu rien. C'est mon point de vue. Je pense qu'il n'est pas partagé par tous les enseignants. Moi, en tant qu'élève, je te rejoins que c'est un peu la difficulté que j'avais au collège et lycée. Et après, quand je me suis perfectionné dans des domaines spécifiques, là, j'étais vraiment dedans. Mais ouais, j'avais du mal à comprendre pourquoi on faisait un peu tout. Ouais. Et en fait, ça prenait pas du sens en moi. Moi, je pense qu'il faut proposer des choses aux élèves, parce qu'il y en a qui ont cette capacité à tout faire, à tout gérer. Mais il y en a d'autres qui ont du mal à tout gérer. Et par exemple, même la LV2. Moi, je parle 2 langues, enfin, j'adore parler en italien et en anglais. Mais je pense qu'un élève aujourd'hui qui est au lycée, qui est en terminale, ça serait bien qu'il sache bien parler anglais. Et puis que la LV2 devienne optionnelle. Alors, je ne vais pas me faire des amis. La prof d'espagnol du lycée que j'adore, elle va pas être d'accord avec moi, forcément. Mais ça pourrait être une idée aussi. Pour faire en sorte que ces élèves-là, ils finissent pas tous les jours à 18h et puis ils rentrent chez eux. Enfin, là, je parle un peu, là, c'est le papa qui parle parce que j'ai un enfant qui est en terminale. Et c'est vrai que quand les gamins, ils arrivent à 18h, ils sont KO, quoi. Ils ont une journée de 8-9 heures de cours et ils ont plus le courage. Ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix, mais ils le font mal parce qu'ils sont fatigués, ils sont énervés physiquement, psychologiquement. Voilà, donc c'est dur des fois d'assimiler déjà une langue pour faire référence aux langues. C'est ça. Alors tu t'en rajoutes une en plus. J'ai pas dit que ça servait à rien. C'est pas du tout le sens de mon discours. Moi je pense que je vois l'idée. Je pense que la non maîtrise de l'anglais, c'est quand même un problème en France. On est un pays en Europe, même au Maghreb, les gamins ils parlent tous anglais. Enfin, la plupart parlent anglais. Dans plein de pays européens, à 16 ans, on parle anglais. Moi, on reçoit beaucoup d'Ukrainiens, malheureusement depuis la guerre. J'en ai une cette année qui a 16 ans. Je parle en anglais avec elle. On parle que anglais parce qu'elle parle pas du tout français. Mais elle a un niveau d'anglais, elle est bilingue, quoi.
Pourquoi nous en France on n'y arrive pas à faire ça? Pourquoi Malgré le nombre d'études, le nombre d'années d'études en anglais, parce que maintenant ils démarrent au primaire. C'est ça. Ils démarrent en CE1, je crois, à avoir des prémices d'anglais. Alors je jette pas la pierre, hein, Non, mais je dis pas que c'est les profs, hein, c'est pas du tout. Et on y va jusqu'en terminale. Donc ça fait beaucoup d'années de scolarité où on bouffe de l'anglais. Et au final, on a un niveau où derrière... Donc il y a des problèmes. Alors les solutions, je n'ai pas dit que c'était celles que je proposais, j'en sais rien. Mais en tout cas, si on n'y fait rien, si on continue à fonctionner comme ça, je pense que ça va pas s'améliorer. Aujourd'hui, en France, les études qu'on fait au niveau européen pour comparer les niveaux de nos enfants avec ceux des autres pays, nous placent dans de très mauvaises positions. Que ce soit en maths, l'école française a été pendant des années une des meilleures écoles internationales, mondiales. Aujourd'hui, on est un des mauvais élèves en Europe, quoi. Ouais. On n'est peut-être pas le pire, mais on est très mal classé. On est dans le top 5 du bas, quoi. Les élèves n'ont plus aucune maîtrise technique. Ils voient aucun intérêt à connaître les tables de multiplication. Ils disent, mais monsieur, pour faire 3 x 4, je vais pas m'embêter, je vais prendre ma machine à calculer. Bon, c'est grave, hein, il y a vraiment des situations que je vis au quotidien qui me font dire ça va pas, quoi. Il y a un truc qui va pas, quoi. Voilà. Après, on peut être très bon en maths en étant dyscalculique, avoir des problèmes de mémorisation et avoir des raisonnements très pertinents. Ça, c'est évident. C'est bien placé pour le savoir. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a quand même il y a eu un laxisme, je pense, qui a fait qu'aujourd'hui c'est compliqué quand même. Mais ce laxisme, du coup, il viendrait de qui, de quoi, pourquoi? Encore une fois, je suis acteur de l'éducation, donc je vais pas dire que c'est de notre faute à nous, exclusivement des profs. Je pense que c'est tout un tas d'événements, la société, qui font que aujourd'hui on est beaucoup plus tolérant, enfin j'allais dire presque bienveillant, c'est-à-dire qu'un élève qui n'arrive pas à apprendre, on va... Mais ça c'est bien, on va être derrière lui, on va essayer de comprendre pourquoi. Il y a eu une certaine époque où c'était plus dur, quoi, c'était plus violent. Et malgré tout, je pense que quand même ce stress qu'on avait de devoir apprendre, de devoir connaître des choses, moi ça a fait que peut-être un peu forcé, j'ai appris à faire des choses. Mais aujourd'hui je me dis, heureusement que ces choses-là, on m'a forcé à les faire parce que ça m'a quand même aidé dans ma vie. Aujourd'hui, un élève qui sait pas, on est un peu fataliste, quoi. On dit finalement, c'est pas si grave, tu t'en sortiras autrement. Et voilà, c'est cette espèce de... Je suis assez d'accord avec toi dans le sens où moi j'accompagne la plupart de ces enfants-là. Bien sûr. Et je trouve qu'on est arrivé à un stade où l'inclusion n'excuse pas tout. Non. Surtout les consignes qu'on vous donne d'inclusion. Et où l'assistance amène la surassistance amène l'assistance, et à force d'assister ces enfants-là, à force de tout faire pour eux, et j'ai peur que certains enfants du coup se disent de toute façon je vais pas faire d'efforts parce qu'on fait tout pour moi. Alors j'allais dire exactement ce que tu es en train de décrire. Mais ça concerne pas que les élèves qui ont des difficultés. Et ça concerne pas tous ces élèves-là non plus. Moi, je crois que ça concerne tout un tas de choses en fait qui sont proposées à l'école. Alors, j'ai pas envie de rentrer dans des discussions trop borderline, mais par exemple, on leur parle de sexualité, on essaie de leur expliquer assez tôt le problème du genre. Je pense que c'est très important. C'est pas du tout une critique par rapport à ce qui est proposé, mais je pense qu'il y a certaines choses que les enfants découvrent peut-être trop tôt aussi. Et que du coup, ils se mettent à réfléchir sur des choses qui, peut-être forcément, n'en valent pas la peine, quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais quand on dit à un gamin à l'école primaire, t'es pas forcément un garçon ou une fille, alors c'est très important, parce qu'il y a des gens qui se sentent ni hommes ni femmes, et qui en souffrent terriblement, et ces gens-là, il faut évidemment les aider, et évidemment leur apporter tout ce qu'on peut leur apporter pour que leur vie devienne agréable, et qu'ils soient pas en souffrance. Mais il y a des enfants qui ne ressentent pas du tout le besoin de parler de ces choses-là. Et j'ai presque envie de dire que du coup, ça va peut-être les faire réfléchir à des sujets auxquels ils n'auraient pas réfléchi. Mais est-ce que ça va vraiment leur apporter quelque chose à ces enfants-là ? Je sais pas, je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est bien. Je trouve que... Non, mais le questionnement est pertinent. Il faut peut-être se poser des questions sur la pertinence de ce qu'on impose
parce qu'on leur impose des réunions d'information sur la sexualité, sur l'homophobie, et il y a sur le féminisme, mais tous ces sujets méritent évidemment qu'on en parle. Je suis contre rien, mais je pense qu'il faut quand même aussi mesurer ce qu'on apporte à nos enfants. Il faut faire attention, je pense. Et on va parler d'une autre matière, le sport. Tu penses qu'il est bien situé, qu'il y en a assez pour faire dépenser les enfants? Comment tu vois un petit peu les choses? Alors, parler de sport, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport dans ma vie. J'ai fait beaucoup de vélo, énormément j'ai fait des sports de raquettes également, j'ai fait de la course à pied, enfin bref. J'ai jamais pu vivre sans sport. Le sport à l'école, je pense que il faut le maintenir parce que quand même, il y a des enfants qui ne font pas de sport. Il y en a qui Ça, je suis complètement d'accord. Voilà. Et même si ce qu'on propose en termes d'activité sportive, on est très loin du monde de la compétition, mais ça n'empêche que certains enfants découvrent des choses, et puis ça leur permet au moins 2 heures par semaine de bouger. Parce qu'il y en a aujourd'hui qui passeraient leur vie entière sur leur téléphone portable, sur leurs écrans. Est-ce que toi, tu rajouterais du quantitatif en sport? Non. Je pense pas. Je pense que la quantité qu'ils ont aujourd'hui, elle me paraît suffisante. Surtout que, là pour le coup, je pense que le sport qu'ils font au lycée, en tout cas, c'est bien ce qu'on leur propose aux élèves. Là, je pense que ce qui est proposé, c'est quelque chose de qualité. C'est varié. Ils peuvent faire de la course d'orientation, ils peuvent faire de l'athlétisme, ils peuvent faire des sports qu'on fait pas forcément dans la vie. Enfin, bien sûr qu'il y a des gens qui font de l'athlétisme, bien sûr qu'il y a des gens qui font de la CO, mais la plupart des garçons, c'est cliché, mais les garçons, ils font beaucoup de foot, ils font du basket, et c'est vrai qu'à l'école, on leur propose aussi autre chose, et ça, c'est bien. Ouais, même pour les biais cognitifs, tout ça, je trouve que... Ah oui, pour tout ce qui est la coordination, non, ça, c'est le sport à l'école, je pense qu'il faut pas y toucher. Au contraire. Et puis il y a les options aussi aujourd'hui encore en sport, donc c'est ça permet de rajouter encore. Mais c'est vrai que pour les options, il y a pas de souci. Il y a des gamins qui sont capables d'avaler des heures et des heures de travail par semaine parce qu'ils en ont cette capacité naturelle et ils ont une appétence. J'ai une élève qui me dit moi j'aurais voulu continuer à faire tout parce que vous savez en terminale on est obligé d'abandonner une spécialité qu'on a choisie en première. Et cette semaine, j'ai une fille qui me dit mais moi je voulais pas abandonner les maths, je voulais encore en faire parce que je voulais faire de la bio, je voulais faire de la physique, je voulais faire des maths, mais j'étais obligé d'abandonner une spé. C'est dommage parce qu'elle avait cette capacité à tout mener de front et avec une grande qualité. Donc quand je dis qu'il faudrait alléger les programmes, il faudrait qu'il y ait une base. Voilà, une base dans laquelle... Une base plus légère. Voilà, parce que à contrario, eh bien, il y a des enfants qui n'ont pas... Qui s'épuisent et puis qui n'ont pas cette capacité à être à fond dans tout ce qu'ils font. Voilà. Je pense que l'être humain est tous différents et voilà, il faudrait que l'école soit peut-être plus adaptée aux problèmes que nous rencontrons de façon contemporaine. Enfin, les problèmes d'aujourd'hui, on les avait pas il y a 10 ans. Alors, moi, j'ai tendance à dire qu'un des gros problèmes d'aujourd'hui, c'est la mémorisation. Les enfants ne mémorisent pas. Alors, je leur explique quelque chose le lundi, et le mardi, ils me disent « mais on n'en a jamais parlé de ça ». C'est lié à la concentration? Alors c'est bizarre parce qu'ils écoutent en fait. La plupart écoutent, sont attentifs en classe. Mais cette capacité, cette faculté qu'ils ont à oublier les notions, moi ça m'inquiète beaucoup. Et je ne suis pas neuropsychologue, mais je pense que quand même le temps passé sur les écrans y est pour beaucoup. Ils sont bombardés d'informations. Moi, d'un point de vue médical, je pense qu'on est plus sur de l'attention passive. C'est-à-dire qu'ils restent calmes, ils écoutent, mais ils n'impriment pas. Et du coup, on s'entraîne un problème de mémorisation. Du coup, ça combinerait un peu attention et mémorisation. C'est-à-dire que d'un point de vue physique, ils sont là. Niveau attention de l'extérieur, on a l'impression qu'ils sont attentifs. Ouais, c'est exactement ça. Et ils le sont, mais ils sont autant attentifs que devant un écran. Pour le c'est coup. ça. Et là où je te rejoins, c'est que pour moi, les écrans ont quand même ce souci-là. C'est qu'on n'est pas actif de ce qu'on fait. Ouais, c'est vrai. Là où, dans plusieurs podcasts, tu dis que tu adores lire sur un livre c'est concret. Tu es actif et tu imagines que. Là où, si tu vas regarder une vidéo, tu vas juste être passif de ce que le contenu t'apporte.
Et je pense que les élèves aujourd'hui ont passé ce cap-là de... Ils écoutent plus un prof comme ils lisent un livre, mais ils écoutent un prof comme ils regardent une vidéo. Et t'as moins cette mémorisation derrière. Mais je crois aussi que dans ce qu'ils voient sur les réseaux, il y a aussi des choses qui les intéressent. Carrément. Et dans ce qui les intéresse, ils vont retenir des choses. D'ailleurs, ils vont parfois même retenir des choses qui sont fausses, de fausses informations, parce que personne ne vérifie ses sources. Les gamins de cet âge-là, ils voient une vidéo sur TikTok, et pour eux, c'est la réalité. Ils ne s'imaginent pas que c'est des grosses bêtises, quoi, ou des fakes. Et du coup, ils arrivent à mémoriser des choses qui les intéressent, et j'ai envie de dire, un peu comme sur un disque dur, ben, au bout d'un moment, il n'y a plus de place, quoi. Aussi. Voilà. Et donc, leur cerveau, il n'arrive plus à mémoriser ce qui, pour nous, les profs, quoi, pourrait être considéré comme essentiel. En tout cas, dans leur formation. Peut-être pas dans leur vie, parce que dans la vie, ce qui est important, c'est ce qui te construit en tant qu'être humain. Autour de moi, j'ai des proches qui font pas de maths, qui détestent ça, et qui sont pour autant très intelligents, très pertinents. Donc je considère pas que le fait de ne pas réussir dans ces matières-là fait de toi un mauvais citoyen. Mais ça n'empêche que, voilà, je pense qu'il va falloir qu'on trouve des solutions. Et je dirais que cette année, on a pris une décision, enfin dans le lycée où je travaille, assistant, c'est d'enlever les portables en fait en début d'heure. Oui, j'ai vu ça voilà. Là, sur mes interventions. Donc les élèves entrent en classe et puis ils déposent leur téléphone dans une boîte. Et alors c'est très récent, hein, il y a 1 mois et demi à peu près de retour sur l'expérience, mais je dois dire que c'est déjà très très positif. Parce qu'il y a certaines classes où les élèves avaient leur téléphone. Hein. Alors, ils le mettaient pas sur le bureau, mais justement, ils le mettaient dans leur poche, ils le mettaient dans leur manche, et on sait pertinemment qu'ils étaient sur leur téléphone. Alors, quand on les attrapait, on leur demandait gentiment de ranger leur téléphone. Si ça se passait bien, ils le mettaient dans leur sac et on n'en parlait plus. Et puis, il y en a d'autres qui étaient vraiment accros. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas leur enlever le téléphone, quoi. Donc, ça allait loin, il y avait eu des sanctions, etc. Et cette année, ils posent leur téléphone. Et en fait, il y a déjà une attention qui est déjà très satisfaisante. Alors, est-ce que ça va engendrer des meilleurs résultats? On verra. Mais en attendant, moi, je me retrouve avec des élèves qui m'écoutent, quoi. Et ça, c'est déjà pas mal. Il y a beaucoup moins de triche, parce que la triche était devenue, avec ChatGPT, avec tous les outils numériques, les élèves ils étaient sur Internet, et enfin, j'ai la faiblesse de dire que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé d'attraper un élève en train de tricher. Alors, on essaie toujours d'éviter la sanction lourde, etc. Mais aujourd'hui, un devoir sur table, c'est une épreuve de bac, quoi. Parce que le bac est évalué en contrôle continu, hein, pour une grosse partie. Et donc, quand on fait des évaluations, eh bien, la notation, elle compte comme une épreuve de bac. Donc, on pourrait imaginer qu'un élève qui soit surpris en train de tricher puisse être banni d'examen, comme la loi l'autorise, ou l'exige même. Mais on le fait pas. On est humain, on essaie d'avoir un minimum de bienveillance et d'éducation. J'ai envie de dire quel élève n'a pas jamais essayé de tricher Alors, Gaëtan, je vais te jurer que j'ai jamais triché de ma vie. Je te jure, même à la belote, j'ai jamais triché de ma vie. Je déteste ça. Et c'est vraiment un truc... Alors, j'ai beaucoup de défauts dans ma vie, tu vois. Mais ça, c'est un truc que j'essaye de transmettre à mes enfants. Je sais pas si j'y arrive, hein. Mais je leur dis, écoute... Mon gamin l'an dernier, il me disait qu'en anglais, ils étaient tous sur Google Traduction et qu'ils avaient des super notes et tout. Et lui, il me disait, moi je triche pas. Bon, j'ai la faiblesse de le croire. Et il me disait, je préfère avoir 10, 11 et ne pas avoir triché. Il me dit, tant pis, peut-être qu'un jour, le fait d'avoir des moins bonnes notes que mes camarades, ça va faire en sorte qu'on va pas m'accepter dans une formation ou dans une école, j'en sais rien. Mais moi, je suis assez fier quand il me dit ça, parce que pour moi, la triche, c'est vraiment je déteste ça. Et un élève que je prends en train de tricher, il va perdre mon estime pour le reste du temps que je vais passer avec lui. Hein. Je dis pas que je pardonne pas, mais je vais le regarder avec je vais avoir sur lui un regard très différent. Voilà. La transmission du regard de la triche. Ouais, je pense pas que t'étais l'élève qui trichait le plus, quoi. Non. Après, non. Je le sais que tout le monde a fait ça. J'ai eu essayé de tricher quelques fois, mais sur collège-lycée, ça a dû m'arriver 3-4 fois. En maths, non. D'ailleurs, les résultats, si j'avais triché, si j'avais ces résultats-là en trichant, ça aurait été compliqué. Je crois pas que ça aurait changé quelque chose.
Bah non, tricher. Parce non, qu'on n'évalue pas des connaissances en maths, on évalue Non, une non, capacité en maths, à les mobiliser, ces connaissances. c'est ça. En fait, je trouve que Mais, ces dernières années, la triche était devenue vraiment généralisée. C'était vraiment un fléau, quoi. Puis il y avait des stratégies comme pour le contrôle continu. Et bien certains élèves, lorsqu'ils avaient une bonne note à un devoir, après ils venaient plus en se disant, du coup je vais avoir 15 de moyenne. Mais ça marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un élève qui est absent à un devoir, on lui propose un examen de rattrapage parce que c'est pas normal. Eh ben oui. Voilà. Pour que ce soit équitable pour tout le monde. Et je pense que là, ces derniers temps, on a réussi quand même à trouver des mesures et à prendre des mesures qui vont dans le bon sens. Donc ça, c'est quand même un point positif. Il n'y a pas que du négatif dans ce que je vis au quotidien. Bien au contraire. Non, je continue d'aimer mon métier, c'est certain. Surtout à Sisteron. À Sisteron, on a des élèves qui sont en plus très gentils, quoi. Sur le plan humain, ça compte beaucoup. Ils me croisent 3 fois par jour, ils me disent 3 fois bonjour, 3 fois bon week-end. Déjà quand il y a la politesse. La politesse, il y a le respect. Alors c'est pas tous les élèves, il y en a forcément qui débordent parfois, mais globalement on a quand même on travaille avec des enfants qui sont très gentils, quoi. Ça compte aussi dans notre quotidien. Mais je pense qu'il y a une ambiance générale dans la cité scolaire. Enfin moi, pour y intervenir en tant qu'externe, intervenant extérieur, que ce soit de tout en haut jusqu'aux élèves, il y a une ambiance générale de bienveillance. Oui, je pense que ça y joue aussi quand les adultes sont bienveillants, les enfants le c'est vrai, rendent aussi. c'est vrai. Il y a eu une époque où c'était pas comme ça. Hein. Il y a eu une époque assez dure. Moi, quand j'ai commencé à Sisteron, c'était quand même difficile. Hein. Les élèves en difficulté, on leur proposait pas grand-chose. Hein. On leur disait, t'es pas à ta place, va ailleurs. Alors qu'aujourd'hui, on arrive à faire en sorte que des élèves qui rentrent en seconde avec des difficultés, qui sont très variées selon les individus, réussissent à avoir le bac. Ça, c'est bien. Après, qu'est-ce qu'ils font après le bac ? Malheureusement, certains n'arrivent pas à poursuivre et à faire des études supérieures. Mais je dirais que nous, notre objectif, c'est quand même qu'ils aient le niveau, qu'ils aient leur bac et qu'ils puissent envisager des études secondaires. Après, là, c'est sûr qu'on aimerait que tous réussissent dans l'enseignement supérieur, mais on sait bien que c'est pas vrai, parce que le bac aujourd'hui est un examen qui est devenu très accessible. Oui, du coup, est-ce que l'écart ne se creuse pas trop entre le bac et les écoles supérieures ? C'est ça. Et la sélection qui, à une époque, se faisait justement au lycée, cette sélection, elle se fait désormais dans l'enseignement supérieur. Mais je trouve que c'est moins grave. C'est moins grave. Quand on a son bac, aujourd'hui en France, on a accès à certains concours, on peut postuler dans des métiers qui l'exigent, etc. Et voilà. Et après, chacun a la possibilité de faire des études s'il le souhaite et s'il en a la capacité. Et puis s'il n'a pas la capacité, il y a tellement d'autres possibilités. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Alors on m'a demandé si je voulais chanter, j'ai jamais refusé de chanter, hein, ça c'est sûr. Je vais chanter un petit extrait d'une chanson. Alors on a parlé de mes deux métiers et cette chanson justement elle permet de faire le lien entre mes deux univers puisque c'est une chanson qui s'appelle Isométrique. Donc isométrique c'est un terme mathématique. Et dans cette chanson, je parle d'amour, comme dans beaucoup de mes chansons, et j'utilise un champ lexical, justement, des mathématiques, avec pas mal de mots qui évoquent l'univers des mathématiques. Voilà, donc je vais vous en chanter un petit extrait. Et c'est pas tout à fait la version qui figure dans l'album, puisque j'ai ressorti un son un peu plus pop, un peu plus contemporain. Voilà, et donc je vais vous en chanter un petit morceau. On fait ça ? Avec grand plaisir. Allez, c'est parti. C'est parti. Mais qu'est-ce qui se passe entre nous ? C'est quoi ce truc ? Et comment tu l'expliques ? C'est pas compliqué, on est deux, mais on fait qu'un. On se fout pas mal de l'arithmétique, tu vois. Si j'avais des notions mathématiques, je dirais qu'on est isométrique, homothétique, parabolique, isométrique. J'ai tellement aimé ces lois, c'était magique. J'ai même trouvé de la joie, du poétique. Mais la poésie est en toi, dans tes mots un peu dyslexiques. Dans quelques notes de ta voix, tes rires,
et tes harmoniques. Je croyais que j'étais cartésien, en vain. Mais j'ai surtout compris que sans rêve, je suis rien. Rien. Nos vies n'ont rien de parallèle, de rationnel, de géométrique. Pourtant, on est si fusionnel, presque irréel, quasiment concentrique, tu vois. Si j'avais des notions mathématiques, je dirais qu'on est isométrique, hyperbolique, symétrique, homéomorphique, la classe. Je voyais ma vie à l'infini, bien acromique, sans direction, sans convergence, si pathétique. Mais tu es entré dans mon monde sans calcul ni algorithmique, et t'es devenu ma moitié, mon double, mon isométrie. Et voilà, ça se termine comme ça. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité, c'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Eh ben, merci pour Voilà. ce... Du coup, j'ai chanté presque en entière. Ouais, c'était génial. C'était chouette. Tu couperas là. Et du coup, pour finir, petite tradition du podcast, quel serait pour toi un mot ou une phrase qui représente ta philosophie de vie? Alors, moi j'ai envie de dire, ce qui est le plus important dans la vie, c'est d'arriver à trouver et à vivre les choses qu'on aime, les choses qui comptent pour nous. Il n'y a pas de stéréotypes, on est tous différents, il n'y a pas d'être parfait. Moi dans ma vie, j'ai eu la chance de pouvoir faire un métier que j'adore, que j'ai vraiment adoré, que j'adore toujours, et puis de pouvoir aussi faire pas vivre, mais mettre dans ma vie ce côté musical, cette partie musicale qui m'apporte tellement de bonheur. Et je crois que ce qui est le plus important dans la vie, c'est d'arriver à mettre en œuvre ses rêves, même si c'est parfois des utopies, même si on sait parfois que ça aboutira pas. Il faut y aller, il faut surtout pas avoir de regrets. Voilà. Merci. Merci beaucoup d'être venu. On mettra du coup tous tes liens parfait. En description. Et voilà, donc s'il y a des personnes qui veulent se rendre à Digne, ils passeront directement par toi. C'est ça, voilà, on va commencer à communiquer dans les prochaines semaines. Donc on mettra tous les liens pour qu'ils puissent te contacter directement. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie, c'était un grand plaisir d'être là ce matin. Merci bien. Plaisir partagé. On vous retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. À bientôt, pensez à vous abonner, à liker la vidéo. Bonne journée.